Faut-il envisager un autre modèle économique? Le peut-on? Le souhaite-t-on? Le développement durable n'a-t-il pas suffi? Est-ce qu'il a duré? Je vous propose de ne pas nous voiler la face et d'admettre tout de suite que le développement durable, tel qu'on l'a connu dans les années 1990, tel qu'on continue encore de le voir, n'a pas marché. On le sait, les inégalités augmentent. On a aujourd'hui 1% des plus riches qui détiennent plus de 50% des richesses sur Terre. On a des entreprises responsables de 50% des gaz à émissions de serre. On sait par le GIEC, les rapports, et vous voyez, je souffle, que je rame, 6 des 9 limites planétaires sont aujourd'hui dépassées. Donc, dans les objectifs qui étaient de maintenir les ressources naturelles, qui étaient également de répartir au mieux les richesses sur Terre, le développement durable n'a pas brillé totalement par sa capacité d'innovation, d'adaptation. Alors je vous pose la question, comment est-ce qu'on fait? On sait aujourd'hui que notre croissance économique, dont on a eu besoin, qui a été utile aussi, et c'est bien le souci, pour nous sortir de la pauvreté, pour aider aussi, dans certains cas, ne convient plus, dépend encore d'énergies fossiles qu'il faut absolument supprimer, parce qu'on ne peut plus brûler comme ça la planète, on ne peut plus brûler nos ressources. Donc je vous pose clairement la question, comment est-ce qu'on fait? Si on ne change pas de ce modèle extractiviste qui fait qu'on veut produire toujours plus et faire plus avec moins, avec des stocks de ressources qui sont limités, mais qu'en même temps, on inclut la majorité de la population, comment on fait? Ne pas en sortir est un problème, en sortir trop rapidement est un problème aussi. Alors comment faire? C'est une vraie question. Et je vous parlais des gaz à émissions de serre. C'est pas que ça non plus, on le sait. C'est aussi un problème, le réchauffement climatique, de biodiversité, mais de rendement agricole, rien que pour manger, dans nos terres. Réchauffement climatique engendre plus d'insectes ravageurs, une baisse des récoltes, etc. Donc comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va mettre plus d'engrais dans nos sols? C'est ça la solution? Plus de pesticides? Oui, ça peut augmenter le taux de récolte à un certain moment, mais ensuite, ça rend les terres infertiles, ça pollue les nappes phréatiques, ça pollue l'eau. Donc comment on fait pour assurer une sécurité alimentaire avec une population mondiale qui ne cesse de s'accroître, sans toucher au sol, sans toucher aux limites planétaires, en prenant moins? Alors voilà la vraie question que je vais vous poser avec vous ce soir. Est-ce qu'on va oser? Est-ce qu'on va arriver? Est-ce qu'on peut changer de modèle économique? Est-ce que toutes les infos que je vous donne là ce soir, c'est utile? Est-ce que moi, quand j'enseigne à mes étudiants, c'est utile ce que je raconte? Alors bon, on sait maintenant qu'il y a ChatGPT, il y a d'autres choses, ils ont plein d'informations, on sait qu'ils peuvent les trouver. Mais tout ce que je vous raconte, si on ne le sait pas, on ne peut pas s'adapter, on ne peut pas anticiper, on ne peut pas prévoir. Mais ce que j'observe, en tant qu'enseignante, en tant que présidente fondatrice d'une fondation, on accompagne des projets, c'est que si les données du GIEC, de ces rapports de scientifiques qu'on a et qu'on se doit aussi de communiquer, qui sont utiles pour les politiques, qui sont utiles pour les mobilisations citoyennes, si ces informations-là ne sont pas assorties tout de suite, immédiatement, de solutions concrètes, de pistes visibles pour sortir un peu de l'ornière, au moins la stabiliser, et avoir des solutions de repli, effectivement, c'est poubelle, ça ne sert à rien. Ça peut conduire à de l'éco-anxiété, vous savez, des dépressions, des burn-out, du déni. On le voit en ce moment en Europe avec le glyphosate, on voit qu'il y a un mouvement massif de recul aussi par rapport à des données qu'on connaît. Donc ça peut être contre-productif. Une des réponses que je vous propose ce soir, c'est de vous dire très bien, on sait ça, on sait qu'on doit changer nos modes de production, de consommation. Est-ce qu'on a des pistes? Alors j'en ai une à vous proposer. Ce n'est pas la solution miracle, mais c'en est une. Une piste est de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer déjà de former les personnes, de soutenir des projets dans des activités qui font sens, dans des activités génératrices d'emplois,
qui fonctionnent et qui sont déjà inscrits dans les limites planétaires. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça? Est-ce que ce n'est pas du bon sens? Est-ce qu'il faut encore former nos jeunes à l'énergie fossile, à aller extraire du charbon dans les mines? Est-ce que ça, c'est malin? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un marketing durable qui nous rende sympa de manger et de consommer localement? Une des pistes que je propose, eh bien oui, c'est un revenu de transition écologique. Ça veut dire quoi? La bonne nouvelle, c'est que nous avons déjà des personnes dans tous les secteurs. On a parlé d'agriculture, mais dans la mobilité, dans la construction. Je pense à tous ces jeunes aussi qui sortent de l'EPFL, qui veulent faire de l'architecture aussi durable, de l'urbanisme durable, qui ont plein de projets qui aujourd'hui existent et pourraient inciter à s'inscrire dans les fameuses limites planétaires, qui pourraient nous permettre d'avoir un modèle économique rentable, durable, qui fasse sens, qui crée des emplois et qui nous permette d'avoir un avenir pour la suite. Donc ça, c'est une piste. Pour cette piste, il suffit d'avoir bien sûr un revenu, c'est-à-dire que ces personnes aujourd'hui qui travaillent, qui font du biosourcé par exemple, qui font de la mobilité douce, qui font de la production en agroforesterie, elles manquent souvent de reconnaissance, elles manquent de revenus. Il faut vivre. Oui, la croissance permettait ça aussi. Et là, il faut produire moins. Comment on génère cette activité? Ça veut dire revoir nos indicateurs de valeur. Il faut pouvoir manger, nourrir sa famille. Donc elles ont besoin d'une sécurité. Elles ont besoin d'une formation adaptée. Elles ont besoin d'être ensemble. On ne la fait pas seule, cette transition. C'est d'être en réseau, de pouvoir travailler ensemble. Quand on pense au métier dit de bouche, par exemple, ben c'est bien d'avoir des tomates, d'avoir de l'agriculture. C'est bien après de pouvoir la vendre aux cantines scolaires. D'avoir ensuite des collectivités publiques qui vont consommer également. D'avoir de la mobilité, permettant que des paniers de légumes arrivent chez les personnes les plus âgées, les plus précaires. Mais pas que dans l'alimentation. Dans tous les métiers, dans tous les secteurs, l'alimentation, l'énergie, etc. Alors ça, c'est une piste. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que cet outil, qui a déjà été implanté en France depuis quelques années, très peu de temps, c'est 3-4 ans, on est déjà à une centaine de revenus de transition écologique. Et on voit que ça impacte sur des centaines d'autres personnes. Et là, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous savez qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Pourquoi est-ce que ça séduit de plus en plus? Ça arrive en Suisse. Mais qu'est-ce qui fait que cet outil, au fond, en a envie de l'essayer? Est-ce que c'est parce que je vous ai fait peur? Est-ce parce que les gens sont terrorisés? Est-ce parce qu'ils veulent essayer la coopération? Peut-être, oui. Mais qu'est-ce qu'ils veulent surtout? Eh bien, je peux vous dire que dans les projets qui fonctionnent le mieux, dans ceux qui sont les plus durables, pas juste 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais qui durent sur les années, le moteur, le principal moteur, vous savez ce que c'est? L'amour. Alors là, vous dites, Sophie, ça va pas du tout, l'amour, de quoi elle va nous parler? C'est un truc bisounours et tout. Eh bien non, c'est l'amour. C'est l'amour déjà de soi, d'accepter aussi de quitter peut-être un travail qui fait plus sens, d'accepter de remettre en question une situation qui ne nous convient plus, et l'amour d'un projet, avoir assez d'amour de soi, de l'autre, pour pouvoir se mettre ensemble et avoir quelque chose d'une vision plus haute. Ce n'est pas juste des maris et des femmes, des couples qui se mettent ensemble, ou des familles, parce qu'ils s'aiment entre eux, pas forcément. Mais ils ont suffisamment d'amour pour leur ville, pour leur commune, pour leur territoire, pour une forêt, pour un glacier, que ça leur permet de dépasser en fait leur clivage politique, leur antagonisme, leur peur, leur frustration. Et je peux vous assurer que ceux vraiment qui durent, tous les projets, ce n'est pas ceux qui ont le meilleur business plan. Bien sûr que c'est important un business plan. Ce n'est pas ceux qui ont la meilleure gouvernance, qui ont les meilleurs statuts, les meilleurs ingénieurs. C'est celles et ceux qui se disent on est porté par une énergie, pas que renouvelable, mais une énergie, une patate, vous voyez, cette envie de se dire on ne sait pas comment, mais on veut y aller. Et quand il y a cette dynamique-là, quand les gens veulent y aller, pourquoi? Parce qu'ils aiment leur forêt. Je suis sûre que vous avez toutes et toutes un souvenir d'enfance, d'être allé nager dans telle rivière, d'être attaché à tel arbre, peut-être chez vos grands-parents, d'avoir marché dans telle forêt, près de tel ruisseau. Est-ce que vous avez envie de le voir se dessécher, se faire polluer? Non, vous aimez vos souvenirs d'enfance, vous aimez ce territoire. Et bien c'est pareil pour ces gens. Que ce soit dans le sud de la France, que ce soit dans le canton de Genève, Vaud, ailleurs, dans le Jura, on a assez de diversité géographique pour que les personnes puissent avoir envie d'aimer une spécificité culturelle qui n'est pas qu'une ressource à exploiter.
un glacier, c'est aussi cool en soi. J'adore faire du ski, voilà. Mais on peut imaginer aussi que une montagne puisse avoir une autre valeur culturelle, affective, esthétique, aller osons le mot spirituel, d'une autre dimension qui nous dépasse. Ce qui ne veut pas dire qu'on va se recueillir absolument dans une nature que comme un temple, mais se recueillir en soi. Vous voyez cette dimension de la transition dont on ne parle pas et que je vois de plus en plus après des années de mise en œuvre, c'est des transitions certes technologiques, techniques, politiques, économiques, oui, on a besoin d'un nouveau modèle. Mais si on n'active pas en soi des ressorts d'une transition intérieure qui se manifestent par un truc simple comme « j'aime ma ville, j'aime mon lac, j'aime les personnes avec qui je travaille, j'aime mon boulanger, je n'ai pas envie de voir tel artisan disparaître, tel savoir ancestral qui se transmet de génération en génération, j'ai envie de voir ces métiers que j'ai connus de mes grands-parents se transmettre parce que j'aime ça », ben ça ne marchera pas. Alors on va le faire positivement. Le moteur de la transition, je le répète, c'est cet amour, cette dynamique-là qui fait que, oui, les données sont alarmantes, oui, c'est angoissant, mais comme le dit Edgar Morin, le militant qui, lui, n'oublie pas la menace est tellement engagé dans son combat qu'il n'a pas peur. Alors, quand on est dans cette dynamique, d'activer cette force-là, cette énergie-là, je peux vous assurer que c'est plus fort que la haine, c'est plus fort que les silos. Et c'est une énergie qui rassemble. Et la vraie question qu'on peut se poser ensemble, que je vous pose ce soir, c'est cette dynamique-là, comment est-ce qu'on la maintient? Comment on la suscite? Comment on la conserve? Pour ne pas tomber dans la haine de soi, dans la dépression, dans le jugement, mais dans l'amour. Comment est-ce qu'on arrive à dépasser ces clivages-là pour faire que la bonne énergie qui nous maintienne engagés, sans peur, droit dans nos bottes, c'est celle qui nous fait dire « n'ayons pas peur, expérimentons ». N'ayons pas peur de nous planter, parce que sinon on n'apprend jamais rien. N'ayons pas peur de nos erreurs. Et oui, osons, expérimentons et essayons un nouveau modèle qui nous permette de nous mettre au service du vivant, au service de la nature. Merci beaucoup.